Ahlan, salam alaikum. Dites, je vais reprendre ma série sur l'histoire de l'Ifriqiya. L'Ifriqiya, avec l'Afrique du Nord, c'est plutôt la Tunisie. Donc nous sommes les Beni Ifren, et donc nous sommes l'Ifriqiya. Et j'ai parlé des croisades, j'ai parlé des invasions étrangères, entre autres les Mouahidines, les Mourabitines, les Mérinides. Et nous sommes arrivés donc aux croisades de Saint-Louis. Et dans ces fameuses croisades de Saint-Louis, en fait, c'est tout simplement des expéditions franques. Je crois qu'un jour, il faudra changer le nom. Ce n'était pas des croisades. Bon, j'ai eu l'occasion de vous en parler très longuement. Et toutes les informations se rapportent d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle Histoire de Djerba et de l'Ifriqiya, qui est aux éditions Sidney Laurent. Aujourd'hui, je voudrais vous parler plutôt de la dynastie Hafside. La dynastie Hafside. La dynastie Hafside commence donc en 1206 et elle se termine en 1574. C'est pas exactement de 1206 qu'elle commence, c'est un peu plus tard, c'est plutôt en 1229, mais bon, je vais vous expliquer. Avant de vous parler de ce début de 1206, cette date de 1206 où les troupes mohades entrent dans une ville de Tunis vidée de ses habitants, c'est un événement assez interpellant, où la population a fui, et il faut comprendre le contexte. Alors avant d'arriver à cette entrée de Abdelwaheb ibn Hafs dans la ville de Tunis en 1206, donc il faut comprendre le contexte méditerranéen, le contexte... Je ne vais pas parler du contexte européen parce qu'on le connaît, puisqu'il y a différents conflits, constitution d'État, etc. Mais en Afrique du Nord, c'est pareil. Il y a ce qu'on appelait donc, ce que j'appelle dans une forme francisée, les Moravides, qui sont al Morabitoun, qui viennent de l'Adrar, de Mauritanie, qui ont conquis tout l'ouest africain. On dit qu'ils sont arrivés à Bougie et qu'ils ne sont pas allés plus loin. Je pense que c'est faux, parce qu'ils ont eu des alliances avec les Baléares. Donc les Moravides ont eu des alliés dans les Baléares, et les Baléares étaient alliés aux anciens Fatimides, donc les Égyptiens, qui sont les successeurs des Fatimides. Eh bien c'est Salah ad-Din al-Ayyubi. Et donc il va fonder une nouvelle dynastie. Et donc il y a une influence entre les Moravides qui se trouvent aux Baléares et les Égyptiens, et ils vont essayer de conquérir la Tunisie, l'Ifriqiya. Et donc les Moravides prennent Bonn en je ne sais plus quelle année, on peut retrouver, dans les années 1156 à peu près, et donc ils occupent Tunis, ils occupent Mahdi, ils occupent les principales villes, mais les troupes égyptiennes et les troupes moravides ne font pas la jonction entre leurs troupes. Et qu'est-ce qui se passe? Les Mohades arrivent, donc les Mohades, eux, viennent du Maroc, les Mouahidines, et eux interviennent. Normalement, ils ne devaient pas intervenir. C'était pas prévu. Et ils devaient aller vers l'Espagne. Et puis quand on a eu cette pression des Moravides sur Tunis, parce qu'ils avaient pris Tunis, donc les Mohades font un détour, reviennent et reconquérissent Tunis. Et donc en 1203, les Mohades reviennent sur Tunis et ils rentrent dans la ville de Tunis en 1206. Donc en 1206, je vous disais, la population est effrayée et donc elle quitte la ville parce que les Tunisois de l'époque n'étaient pas du tout d'accord avec les Mohades, mais pas du tout. Hein. Ils n'appliquaient pas eux appliquaient le droit malékite, les Mohades étaient contre. Tunis, je ne sais pas si elle était soumise à Bagdad, mais en tout cas, les Mohades ne veulent pas en entendre parler. Enfin, il y a beaucoup de différences. Et donc, les Mohades ne sont pas les bienvenus. Au contraire, ils sont plutôt inquiétants. Et donc, c'est pour ça, quelque part, quand on arrive en 1206, Abdelwaheb ibn Hafs, qui va donc donner son nom à la dynastie Hafside,
va trouver une ville vide et va essayer de concilier, de pacifier, d'adopter le droit malékite et finalement de devenir un Tunisien. Hassilou. Donc, alors, qui est ce Abdelhamid ibn Hafs? Qui est-il? Alors, lui, il se dit descendant chérifien de Omar ibn al-Khattab. Donc, il se cherche une origine orientale de yéménite très proche du prophète, etc. En vérité, c'est un Marocain. C'est un Marocain, c'est un général. Mais bon, on a besoin de se mystifier, de se glorifier un tout petit peu. Et il porte le nom de Ibn Hafs. C'est quoi Ibn Hafs? Hafs, c'est Hafsiya. Hafsiya, c'est la fille de Omar ibn al-Khattab, laquelle a épousé le prophète Mahomet. Alors, Hafsiya, dans la petite histoire, que les musulmans connaissent sûrement beaucoup plus que dans le détail, Hafsiya, c'est une des épouses du prophète, mais c'est vraiment l'épouse crasse, vous voyez, l'épouse la moins belle, la moins attirante, la moins attrayante, l'épouse problématique. Mais c'est celle qui a conservé le Coran. Mais comme elle a le prestige d'être fille, d'être épouse du prophète, et en fait, le prophète l'a épousée comme ça, c'est pas du coup de cœur, etc. Donc il a épousé, donc l'ancêtre des Thunes, l'ancêtre des Tunisiens, c'est peut-être quelque part, enfin bon, c'est un peu mystique bien entendu, c'est les descendants de Hafsiya, une des épouses du prophète. Alors je vous disais que Abdel Wahhab ibn Hafs est juste un général qui devient gouverneur, mais ce n'est pas lui qui fonde la dynastie Hafside, ce sont ses enfants. Ses enfants, en 1229 et 1239, son fils Zacharie et l'autre, j'ai oublié son nom, confirment l'indépendance de leur royaume. Donc, ils vont fonder une nouvelle dynastie. Alors, je vais essayer de vous parler de cette dynastie. Alors, j'ai mis des dates. Donc, Tunis voyait en 1159 le retour d'une horde de conquérants composée des mêmes Hilaliens. Donc, ce sont ceux qui sont venus du Maroc, ce sont les fameux Mohades. Et les Mohades, ce sont des unitaristes. Ils veulent unifier la religion, ils ne veulent plus distinguer entre chrétiens et musulmans. C'est une nouvelle terre sainte. Enfin, je vous en ai parlé dans une autre page. C'est vraiment une idéologie unioniste, solidariste, mais enfin, bien sûr, sous leur contrôle. Alors, les Tunisois ont été battus en 1187. Donc, les frères Ali et Yahya ben Ghniya, proches de l'ancien pouvoir des Moravides, sont alliés aux Égyptiens, s'emparent de Mehdiya, de Kérouan et de Tunis en 1202. Et en 1206, le calife Mouadès Nasser de Marrakech envoie des renforts pour conquérir l'Ifriqiya, et les troupes débarquent donc dans une ville de Tunis abandonnée par ses habitants en 1206. Alors, c'est pas Abdel Wahhab, c'est Abdel Wahid ibn Hafs, appartenait à une grande famille de vizirs ayant servi en Espagne et portait le prestige de la dynastie almohade. Alors, ses fils Abdallah et Zakaria succèdent à la gouvernance et proclament tour à tour en 1229 et 1236 l'indépendance du sultanat Hafside. L'indépendance du sultanat Hafside. Voilà. Alors, où c'est qu'on peut... Alors, je vais vous parler d'un autre souverain, Hafside, c'est le Hafside Abu Abdallah, qui va régner en 1253. Le souverain Hafside de l'année 1253 s'appelle donc Abu Abdallah. Ce qui apporte de nouveau, il n'est plus le sultan, il est le calife. Alors, c'est quoi la différence entre le sultan et le calife? Le sultan, c'est une souveraineté. Le calife, c'est l'émir des croyants. C'est-à-dire, ce n'est plus la souveraineté d'un pays, c'est la souveraineté des populations musulmanes. Et donc, il a un nouveau titre donc, qui doit rayonner au-delà de l'Ifriqiya, au-delà de son sultanat. Donc, il devient l'émir des croyants, émir el-Mu'minin, donc le roi des croyants, ou généralement on traduit par prince des croyants, mais c'est plus
bon, c'est des habitudes de traduction, c'est plus joli de dire prince des croyants. En réalité, c'est le roi des croyants, Emir el-Mu'minin, et son successeur prend le titre de Muntasar Billah. Muntasar Billah. Bon, ceux qui comprennent l'arabe savent qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire vainqueur de l'islam, c'est-à-dire vainqueur de le haut représentant de l'islam. C'est quelque part ça. Donc, Muntasar Billah, lui, va avoir les fameuses expéditions franques sur Tunis. Alors, bon, d'abord parlons de Abu Abdallah. Il faut voir que l'époque, l'identification religieuse est importante. Nous sommes donc l'adhésion religieuse est nécessaire, disons. Qu'est-ce que je veux dire? Donc l'histoire aussi, parfois, elle est exprimée de manière conflictuelle. Mais vous voyez que là, Abu Abdallah s'entend avec les Espagnols, avec les Espagnes, parce que vous aviez les Aragones, les Castillans, donc les Léons. Donc c'est pas uni, donc on s'entend avec les régions. Et ce qu'il a de bien, Abu Abdallah, c'est que il essaye d'attirer toute l'élite sévillane, les Sévillans, les musulmans d'Espagne, les architectes, les agriculteurs. Donc il leur fait un bon accueil, il les reçoit, il embellit ses palais, il essaye de récupérer tout le prestige arabe de l'Andalousie. Et donc il n'est pas en guerre, au contraire, il se réclame musulman et prince des musulmans, mais ça ne l'empêche pas de nouer des relations internationales. Il reçoit même les Norvégiens, vous imaginez, les Norvégiens en 1262, je crois. Il négocie avec les Mamelouks, il essaie de s'entendre avec eux. Il aménage son palais de la Casbah à Tunis. Il s'entoure de lettrés, de poètes, d'architectes, de constructeurs, reçoit les ambassades étrangères des villes italiennes, des Espagnes, de toute l'Europe méditerranéenne, et même du Canem de Bornou et de lointains pays comme la Norvège en 1262. Donc vous voyez, un souverain nouveau qui aspire à régner non plus sur une province ou sur un sultanat, mais sur les croyants. Alors, l'avènement des Francs va changer quelque chose. Les Francs, vous avez un certain Charles d'Anjou qui va devenir roi de Sicile. Alors, qui est ce Charles d'Anjou? Charles d'Anjou est le frère de Louis IX. Alors, qui est Louis IX? Louis IX, c'est le personnage mystifié par l'histoire, qu'on appelle Saint Louis, qui a été canonisé, dont le nom est partout, pour les villes, les universités, les centres de recherche. Le nom de Saint Louis est extrêmement prestigieux. Et en fait, c'est une falsification de l'histoire parce que c'est toute une magouille qui a été faite par le pouvoir religieux de l'époque pour, disons, comment dire, glorifier une défaite. En fait, alors pourquoi est-ce que cette nouvelle souveraineté du roi des Francs sur la Sicile pose un problème? C'est que le souverain de Tunis ne veut pas reconnaître cette souveraineté, ne veut pas reconnaître le roi de Sicile, il ne veut pas payer d'impôts, il ne veut pas se soumettre, il est beaucoup plus lié aux Espagnols, et les Espagnols non plus ne sont pas contents. Et donc vous savez, tous ces éléments sont les dessous de table de ce qu'on appelle la croisade de Tunis, en fait de l'expédition de Tunis. Parce que vous savez que le Saint-Louis, enfin Louis IX était arrivé à Tunis dans une expédition dont on n'a pas très bien compris pourquoi il était venu à Tunis. En réalité, je pense qu'il voulait faire la jonction pour le contrôle du détroit de Sicile, avec une alliance avec son frère. Et donc, pour avoir le soutien, il a dû faire appel au pape. Mais vous savez, les Catalans aussi faisaient appel au pape, les Siciliens faisaient aussi appel au pape. Donc quand ça les arrangeait, par rapport à leurs intérêts propres, ils faisaient appel ou la papauté essayait de les soutenir. Et la papauté disons, par rapport à l'échec de l'expédition de Saint-Louis, parce que c'est un retentissant échec, on ne connaît pas les détails de l'histoire, mais on a tellement d'éléments, a été en fait après récupéré par une glorification du personnage de Saint-Louis, etc.
Ok, alors où c'est que j'en étais? Donc le Montasser Bellah, qui est le souverain Hafsid en 1270, va affronter donc l'expédition de Louis IX sur Carthage, dans laquelle il n'y a pas eu d'affrontement direct, mais juste des escarmouches, etc. Et bon, je vous ai parlé dans une autre page, il y a eu un problème financier avec les Catalans, qui démontre qu'il y a des choses qui ne sont pas très très bien connues. Alors cette histoire de litige financier en 1276 et 1277 concernait en fait une réclamation d'un dû des Castillans, et le roi, le Montasser Bellah, le souverain de Tunis, peut-être que je me trompe dans son nom, c'est possible, je m'excuse parce que je parle directement, hein, sans lire un papier. Montasser Bellah leur dit mais vous avez eu des cadeaux, vous avez eu des chevaux, vous avez eu des esclaves, vous avez... non, il a dit oui, je vous ai payé, je vous ai donné des chevaux noirs, des cheveux blancs, des esclaves, de la marchandise, des trésors, enfin peu importe. Et les Castillans disent ah non, 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 non. Ça c'était des cadeaux. Nous, ce qu'on veut, c'est du flous. C'est-à-dire qu'on doit payer nos armées, c'est-à-dire il faut financer la sécurité. Donc vous voyez, il y a eu un problème financier qui indique que les croisades de Tunis se sont passées autrement que la manière dont le cardinal de Joinville nous les a rapportés et que l'histoire de France a rapporté. Voilà. Alors en 1277 meurt ce fameux sultan et il est remplacé par son fils, je crois, qui s'appelle Louatar, enfin, le souverain, qui est assez incompétent. Il assure la régence pendant un certain temps et il est renversé par un coup d'état de son oncle, Abou Ishaq. Abou Ishaq le renverse et prend le pouvoir. Et Abou Ishaq, je crois qu'il est plus pro-espagnol. Et donc il s'appelle le fils de Montasser de Tunis, s'appelle Louatar, qui assure la régence de Tunis de 1277 à 1279. Il est renversé ou remplacé par son oncle Abou Ishaq, qui ne donne pas satisfaction non plus. Et alors, il y a une intrigue dans cette période de 1277. C'est l'intrigue de El-Fadl. Nous avons une expédition militaire qui remonte d'Égypte, qui remonte Tripoli, qui prend Sfax et qui arrive à Tunis et qui prétend porter à la souveraineté un certain El-Fadl. El-Fadl qui serait le fils légitime, l'héritier légitime, fils du souverain Al-Ouatar. Alors Ibn Khaldoun nous a parlé de ce gars-là et il nous a dit que c'était un imposteur, en fait que c'était un alphabète tailleur, qui avait juste pour aspect une ressemblance avec le fils du souverain. Et donc les Égyptiens en ont profité pour le porter et essayer de revendiquer le pouvoir sur Tunis. Donc n'oubliez pas que dans cette Afrique du Nord, donc nous avons les Mohades qui sont dans le déclin, on a les Égyptiens qui veulent prendre des influences, et nous avons les Moravides, les semblants, enfin les restes de pouvoir des Moravides qui essaient d'être influents, mais nous avons encore en plus les Mérinides qui ont des poches de souveraineté ou de gouvernance. Tel est par exemple le cas de ce qu'on appelle le sultan noir. Le sultan noir, c'est Aboul Hassan. Il rentre à Tunis en 1347. Mais bon, il était mal aimé et que finalement il a dû se retourner au Maroc. Donc c'est un sultan mérinide. Ibn Khaldoun dit de lui, ses fatigues étaient des plaisirs parce qu'il a parcouru toute l'Afrique du Nord dans l'espoir bien sûr de souveraineté. Quand il y a eu une crise du pouvoir en 1346, crise de succession, eh bien lui est arrivé et il a dit bah, c'est moi le souverain. Mais bon, les gens ne l'ont pas entendu de cette manière. Alors voilà, maintenant je reviens un peu en arrière. Je vous ai parlé du personnage d'El-Fadl, la fameuse intrigue qui est manipulée par les Égyptiens. En fait, il est remplacé par le souverain impopulaire, est remplacé par ce personnage qui est appelé Dey. Donc El-Fadl est appelé Dey. Et donc il va régner sur Tunis pas très longtemps, puisqu'il va être tué lui aussi. Alors, Ibn Khaldoun trace le récit de cet usurpateur. De son vrai nom,
Ahmed ibn Marzouk, c'est Ibn Khaldoun qui écrit ça. D'ailleurs, un culte qui tenait une forte ressemblance avec le fils du souverain Al-Watr, il aurait été porté dans cette mission pour renverser l'ordre des Hafsides. Donc, vous voyez, les Égyptiens avaient été suspectés de préparer ce coup. Et puis bon, comme bon, il a échoué, mais enfin par après, les relations se sont apaisées entre Tunis et le Khalan d'Égypte, et avec l'ouverture d'ambassades en 1290. Voilà. Alors, je vous ai parlé du sultan noir. Bon, d'autres successeurs, nous avons Abou Fers, qui va régner de 1394 à 1434. Et lui, il a une bonne réputation. Mais bon, c'est l'histoire qui fait la réputation, bien sûr. Lui va essayer d'unifier son pays. Il va essayer d'unifier la Tunisie, l'actuelle Tunisie, mais la Tunisie s'étendait jusqu'à Bougie, jusqu'à Constantine, et pouvait aller jusqu'à Oran. Hein. Donc c'est quand même un pouvoir de l'Ifriqiya sur toute l'Afrique du Nord, et sur le sud, et sur Djerba. Et donc, pour nous autres, par rapport à Djerba, mais je vous en parlerai, je ferai une page spéciale par rapport à ça, il va essayer de restaurer la puissance du sultanat hafside sur Tunis. Il y aura des guerres, des oppositions directes avec les Hamédites, parce que nous avons encore la source ancienne des conflits entre les Hamédites de Bougie et les Hafsides de Tunis. C'est l'ancien conflit des Zirides et des Hamédites. Donc il se perpétue, mais d'une autre manière, et nous aurons des guerres carrément à Djerba par rapport à ces deux influences, à la fois des Mérinides, des Hamédites, des Hafsides, et en plus des Siciliens et autres. Mais bon, je vous donnerai une page spéciale. Et Abou Fers, par exemple, va reconstruire le pont de Qantara, le pont de Guntara, comme c'est prononcé à l'époque. Guntara, c'est cette fameuse chaussée romaine. Et en fait, ce qui permet de relier l'île, en fait, elle permet aux cavaliers, aux attaques, aux impôts de venir plus rapidement dans l'île de Djerba pour piller, pour prendre l'impôt, enfin bon, voilà. Alors, un autre souverain, c'est le petit-fils de Abou Fers, lui s'appelle Abu Amr Othman, qui va régner de 1435 à 1488. C'est un très long règne. Il prend la gouvernance, je crois, à l'âge de 18 ans, et il va régner, faites le calcul, hein, je ne sais pas le faire comme ça, il va régner très 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 longtemps, et c'est un calvaire, son règne est un calvaire, parce qu'il est jeune, il est dans la violence, dans le rap, dans la brutalité, il encourage les courses en mer, il encourage les courses sur terre, les pillages, et donc c'est quelqu'un qui est extrêmement brutal, et ça va être extrêmement pénible pour l'île de Djerba. Et par exemple, dans l'année... non, c'est pas lui. Il y a un épisode, parce que lui a régné donc 1436. Oui, c'est peut-être son aîné en 1406, je ne sais plus. Il y a une année qui est dite l'année de l'enfant. C'est-à-dire qu'on manquait tellement d'hommes, parce que tous les hommes ont été tués. Il y a eu des guerres civiles à Djerba, il y a eu des conflits armés, il y a eu probablement une forte mortalité, peut-être la peste encore. Donc ça a été un désastre sur un plan humain. Et donc il y a une année où le souverain a demandé d'enfanter toutes les femmes, toutes les sexes féminins. Et donc c'est vraiment l'année du viol, mais qui est qualifiée dans le calendrier berbère comme étant l'année de l'enfant. Alors ça fait mignon de penser à l'année de l'enfant, je crois que c'est l'année 1406, et en réalité c'est l'année du viol, où le souverain a autorisé, et moi j'étais persuadé que c'était Abu Amr Othman, apparemment c'est son grand-père, ou bon, il faut que je vérifie cette information, voilà. Donc 1488, alors on arrive au XVIe siècle, dans les années 1500, qu'est-ce que j'ai dans les années 1500 ? Dans les années 1500, oui, je vous ai parlé de cette histoire de Reconquista qui est parfois un peu résumée.
simplifié en tout cas à une reconquête catholique sur les musulmans. En fait, c'est différent. C'est pas aussi simple. Euh, la Reconquista est une réalité, bien sûr. C'est un slogan, mais bon, mais il y a aussi des relations avec l'Afrique du Nord. Il y a des ambitions sur l'Afrique du Nord. Et on renvoie les musulmans en Afrique du Nord, mais aussi on espère aussi s'établir en Afrique du Nord. Donc il y a des ambitions espagnoles, et les souverains locaux ne sont pas toujours en opposition avec l'Espagne. Par exemple, le pacha d'Alger reçoit les Espagnols, et le pacha de Tunis, le calife de Tunis, s'entend avec les Espagnols. Donc il n'y a pas il y a des échanges, mais ça déplaît à qui? Ça déplaît à une nouvelle puissance qui est en train de se mettre en place, qui est la puissance des Ottomans. Et les Ottomans s'appuient sur des corsaires. Les corsaires qui sont des pirates de mer, mais enfin des mercenaires, ce sont des indépendants, et eux veulent pouvoir se replier sur les ports nord-africains en sécurité, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Par exemple, à Alger, le pénon d'Alger, vous savez, le pénon d'Alger, c'est comme un grand rocher juste avant l'entrée de la ville. C'est un lieu de sécurité énorme. Donc s'il est contrôlé par les Espagnols, les bateaux ne peuvent plus rentrer. Et donc les Barberousse, les Barbarossa ou les Babarouges, par exemple, accusent le pacha d'Alger de trahison, puisqu'il ne leur permet pas de venir se replier sur la ville d'Alger. Et donc, Selim Letemi, je crois, qui était le pacha d'Alger, est assassiné par les Barberousse, par le frère, pas le fameux Khaireddine Barbarossa, mais plutôt son frère, qui était le grand puissant, et c'est lui, donc, il va le tuer en l'accusant de trahison, et il va prendre le pouvoir sur Alger, obligeant les interventions de Charles Quint, etc. Et ça sera l'objet d'une autre page. Alors, donc vous voyez que les Barberousses prennent Alger, contrôlent Alger, mais restent quand même essentiellement portés sur la mer, et ce qu'ils veulent, c'est pouvoir se replier sur les ports de Tunis, de Bougie, de Djerba. Voilà. Alors, par contre, comment s'appelle ça, le calife de Tunis, ou le sultan de Tunis, je ne sais plus comment il faut le qualifier en 1335, en 1435 plutôt. Comment le qualifier? Il y a toujours des perturbateurs. Hein. Chef, moi, les Ghazali. Ok, donc le calife de Tunis ne veut pas permettre à Barberousse de se replier. Et Barberousse, fort de l'appui des Ottomans, des Turcs, de Constantinople, revient avec une armée et débarque à Tunis, à la Goulette, destitue le souverain Moulay el-Hassan et dit « Je suis revenu avec le vrai sultan ». Écoutez, il m'énerve trop ce perroquet. Je ne vais pas couper, je vais ouvrir la porte simplement. Espérons que c'est réglé. Donc, en 1435, 1435 ou 1335, je pense que c'est 1435. Non, c'est carrément 1500, c'est 1535. 1535. En 1735, donc, on doit faire appel à Charles Quint pour défendre Tunisie. Il faut voir que Charles Quint, c'est l'empereur du Saint-Empire germanique. Ce sont à la fois l'Espagne et la Germanie, dirait-on, donc, et le nord de l'Europe. Donc c'est un grand empire.
l'empire chrétien germanique, le Saint-Empire germanique. Et donc, le souverain de Tunis demande l'aide de l'empereur Charles Quint, dont les troupes débarquent à Tunis en mai 1535, avec des batailles, des guerres qui vont durer jusqu'au mois de septembre 1535. Barberousse va être obligé de fuir et se replier, et le souverain est restitué sur son trône, le souverain Moulay el-Hassan. Alors, juste un petit épisode, anecdotique, mais c'est intéressant de le voir. Dans cette bataille de Tunis qui va être très 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 dure, il y aura beaucoup de massacres. Et qui seront les militaires les plus brutaux, les plus violents? En 1535, donc les troupes de Charles Quint interviennent à Tunis, la Goulette, et certaines troupes sont extrêmement violentes. Il s'agit de qui? Eh bien, il s'agit des troupes allemandes, les troupes allemandes de Charles Quint. Pourquoi est-ce que les troupes allemandes de Charles Quint étaient-elles aussi virulentes, aussi brutales? C'est-à-dire massacre pour massacre. Hein. Et donc ça va faire beaucoup ça va être très très pénible, à la fois pour le souverain, pour les alliés, il s'attaquait à tous les gens, même les alliés de l'ancien pouvoir, etc. Alors pourquoi les troupes allemandes étaient-elles aussi brutales? Il ne faut pas mettre ça sur au nom d'une légende, etc. Hein. Non, il faut savoir que les peuples germaniques, vous savez, la conquête de Vienne n'est pas très loin. Et ils ont eu très peur des conquêtes ottomanes. Donc vous savez que Vienne était sur le point de tomber. Et dans les villes germaniques ou allemandes, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut les qualifier, on sonnait la cloche à midi par peur du Turc. La peur du Turc, la peur de l'Ottoman, la peur de l'Antéchrist. Et donc, pour nous autres, Tunis représentait le monde de l'Antéchrist, le monde des Turcs, le monde des Ottomans. Et alors, les troupes, comment dire, le mot, j'ai plus le mot en bouche, mais elles étaient chargées de revanche, etc. Et ils se sont pris à des populations. Et donc, bon, la bataille de 1535, on retiendra les pleurs du fleur, mais je crois que j'aurai l'occasion de revenir sur cette histoire-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme événement? 1547, le Barberousse menace, encore 1545-1547, Barberousse menace encore Tunis, et donc le souverain Moulay Hassan voyage et essaie de rencontrer Charles Quint à Augsbourg pour le prévenir d'une menace réelle des Ottomans. Alors, il faut voir que toute cette période, Tunis aussi est menacée par les corsaires. Ce qu'on appelle les barbaresques, il ne faut pas savoir, il ne faut pas croire qu'ils viennent de nous autres. Ils sont probablement d'origine nord-africaine, mais ce sont des mercenaires au service de l'Ottoman. Et autant ils sont craints en Méditerranée, autant nous les craignons dans les retours en Méditerranée. Ça, il faut le savoir. Hein. Donc les fameux Daroud Besha, Ibn Ali, Turki, Elouj Pasha, Beja est prise en 1569, et donc nous avons des conflits à ce moment-là. Les conflits passent entre Tunis et Alger. Tunis et Alger, nous allons vivre de longues guerres, de longues batailles entre Tunis et Alger. Pourquoi? N'oubliez pas qu'en 1516, Alger est tombé sous la suzeraineté ou la souveraineté des Barbarossa, des Barberousses, des corsaires, qui sont pro-ottomans, qui sont alliés aux Ottomans. Les nôtres sont Hafsides et sont opposés aux Ottomans. Ils sont plus proches des Espagnols que des Ottomans, il faut le savoir. Et les Espagnols proposent, quand je parle des Espagnols, c'est plutôt les Espagnes, hein, proposent une aide au gouverneur, au souverain Hafsid, mais en échange de territoires, etc. Et le souverain Hafsid ne refuse, il dit non. Et quand les troupes tunisoises ou Hafsides sont battues à Béja en 1520,
69, quelque chose comme ça. Quand elles sont battues, alors on est obligé de changer de stratégie et le nouveau souverain, l'oncle qui est plus âgé, prend le pouvoir sur le souverain et il essaye de faire appel aux Espagnols, les Espagnols qui arrivent avec un certain Juan d'Autriche. Juan d'Autriche qui arrive à Tunis en 1571, Hajek ou le 113, voilà, 1573. Ahmed Sultan, le souverain Ahmed Sultan, accepte le secours espagnol apporté par Juan d'Autriche qui débarque à Binzart et à la Goulette. Alors, il ne faut pas se tromper. Nous avons des gravures, nous avons une gravure ou une tapisserie que j'ai vue dans laquelle il est écrit « Conquista de Tunis par Don Juan d'Autriche ». Vous voyez, ce sont des légendes qui faussent le récit de l'histoire. On a l'impression que Juan d'Autriche est venu conquérir Tunis. En fait, c'est une alliance. Les Hafsides ont échoué contre les Algériens pro-ottomans. Il y a eu plusieurs séries de batailles qu'ils ont perdues. Et la perte de Béja est très lourde. Et donc, à partir de là, on change ces alliances et on essaye d'avoir le soutien des Espagnes, dont celui de Juan d'Autriche, qui vient renforcer les ports de la Goulette, de la ville, et donc il s'engage à défendre la ville. Mais c'est en alliance avec le pouvoir hafside. Alors, vous avez la grande bataille de Lépante, je n'en parle pas, en 1571, et 1574, c'est la grande bataille de Tunis, la grande bataille qui va signer la fin de la dynastie hafside. Alors, les Ottomans sont amers par leur défaite à Lépante, quoique pour les Ottomans ou les sources turques, ou les sources, je ne sais pas dire, ben, pour eux, ce n'est pas une grosse défaite. C'est plutôt une victoire qui est glorifiée par l'historiographie européenne, dirais-je, tandis que du point de vue des Ottomans, bon, c'est une défaite, peut-être qu'on n'accorde pas trop d'importance à la vie humaine, bon, mais peu importe, mais de toute façon, pour eux, c'est une défaite, mais je crois que quelque part, ils sont vexés, fâchés par cette défaite, et ils se replient sur Tunis, dans laquelle ils vont livrer aussi des affrontements très durs, pendant très longtemps, pour mettre fin à la dynastie hafside à Tunis. Donc le 15 juillet 1574, les Ottomans livrent des affrontements très durs pour la prise de Tunis. La Goulette est prise le 24 août. Les dernières places de résistance sont prises en septembre. La ville totalement détruite tombe sous l'autorité de Sinan Pacha. Sinan Pacha. Donc nous avons son nom dans une fameuse avenue. Et il faut savoir donc qui est ce personnage. Et donc, voilà, le dernier roi, Ahmed Sultan, est obligé de fuir. Il s'exile à Palerme. Et Ahmed Sultan a eu deux fils. Abdelaziz le Boiteux et Amida le Mal-Aimé. Alors, Abdelaziz le Boiteux va essayer de revenir à Kérouan, il va mobiliser des troupes, il va essayer de voir des alliances avec les Espagnols, il veut essayer de reconquérir son trône. Donc il va organiser plusieurs expéditions en Berbérie en 1581. Par contre, le frère Amida le Mal-Aimé, lui, il est devenu moine franciscain. Il est devenu moine franciscain et il est connu comme Hamida Charles d'Autriche. Il est décédé en 1601. De toute façon, à partir de ce moment-là, Tunis est prise par les Tripolitains. Après la bataille de 1574, Tunis est gouvernée par des Tripolitains. Pourquoi des Tripolitains ? Parce que les Tripolitains sont pro-ottomans. D'accord ?
Donc Alger pro-ottomane, Tripoli pro-ottomane, Tunis pas du tout. Et pendant longtemps, Tunis va essayer Ah ben, je vais vous raconter ça plus tard. Donc les Tripolitains prennent le pouvoir à Tunis, et les Tripolitains sont de... Nous avons eu les gouverneurs Rajab, Haider, Ramdan, qui dominent les villes et qui ne sont là que pour piller les ressources ou pour les exploiter à compte propre. Alors, le désintérêt des gouverneurs tripolitains aux janissaires, les janissaires ce sont les trucs ottomanes, le désintérêt des tripolitains, des gouverneurs tripolitains aux janissaires va avoir pour conséquence une désorganisation de l'armée, des mercenaires qui ne sont pas payés, et donc ces gens vont essayer de trouver leurs propres ressources. Et donc pillage sur les populations civiles, et puisque les soldats n'étaient pas payés, alors ils vont se rebeller et se détourneront vers des activités de marchandage, de confiscation, de redevances d'État, de brigandage des paysans. Et donc l'armée, la fameuse armée, va sombrer peu à peu dans l'indiscipline, la spoliation des gens, jusqu'à la mémorable mutinerie de 1591. Donc, quand l'armée se révolte contre le pouvoir, il semble que nous ayons eu une grande mutinerie en 1591 qui va porter l'autorité de Ibrahim Rudezli, puis Othman, qui deviendra Othman Bey, et qui va ouvrir une nouvelle page de l'histoire de Tunisie, celle des Dey, la dynastie des Dey, et après des Dey Mouradites. Et ça sera pas dans l'immédiat, je vous en parlerai plus tard. La prochaine fois, je vais vous parler plus en détail de cette période hafside, avec certains grands événements. Voilà. J'ai sans doute été long et perturbé aujourd'hui. Je vous souhaite tout le bien du monde et à bientôt. Au revoir.